expositions et actualités des bons livres, les auteurs se racontent. Bonjour à tous, bienvenue à notre antenne, à notre émission de Radio Pluriel, l'émission littéraire ce soir. Bonsoir Jean Ducreux. Bonsoir Michel, bonsoir André. J'avais commencé par André, ce qui n'est pas poli. Ah oui, il faut quand même un peu. Alors, donc nous sommes avec Michel, il y a Bernard qui est derrière son micro aussi. Salut Bernard. Bonjour Michel, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Jean Ducreux. Merci d'être venu à notre émission. Bonsoir tout le monde. Et André qui est là, qui nous fera le lecteur éclairé ce soir. Encore. Alors je pense qu'on lui donnera peut-être pas trop la parole parce qu'il est très bavard et qu'on n'a qu'une demi-heure. Mais Jean reviendra pour nous parler de sa dernière parution, c'est-à-dire le 10e livre. Le 10e roman qui s'appelle Foxtrot. J'allais dire meurtre à Poncin, mais c'est meurtre au village pour le reste de la France, évidemment. Oui, parce que la France s'étale autour de Poncin, 42 combien Poncin C'est Poncin est le centre du monde. 42 100 comme Feur, comme beaucoup de villages alentours. Voilà, un et village... qui a aujourd'hui plus de 1000 habitants, je crois qu'on en est à 1300 à peu près. Bravo. Donc, en étoile autour de Feur, Montbrison. On ne parle pas tellement d'autres communes, à part celles où il y a des châteaux, et des restaurants, tout ça, parce que ça fait un peu... Il y a Pouilly-les-Feurs, on parle de Pouilly-les-Feurs, de Feur, de Montbrison, et puis un petit peu de Saint-Étienne, la banlieue un peu malfamée de Saint-Étienne, et il y a 2 scènes à Lyon. 2 scènes à Lyon. Alors, les derniers romans se passaient à Lyon, c'était autour du Moineau, ce fameux détective, donc je ne peux pas dire le nom parce que c'est compliqué. Obispo. Nacho Obispo. Voilà. Et qui nous a réjouis pendant 3 volumes. Je crois. 4 volumes en tout. Hein. Ouais. Vous avez promu les 4 volumes, je vous en remercie évidemment. Ouais. Avant, il y avait la trilogie de La Plainte du Forêt. C'est ça. C'est une trilogie. Des crimes et des routes. Alors, il y avait déjà pas mal la gendarmerie là, à cette époque dans ces romans. Voilà, donc il y avait 2 gendarmes à l'époque. Et aujourd'hui, comme l'indique la couverture, il y a beaucoup de poulets dans ce roman. Hein. C'est une couverture où l'on voit un renard qui porte un chapeau de Sherlock Holmes, qu'on appelle en anglais Deerstalker, donc qui sert à chasser le deer, comment on dit déjà Le cerf, voilà, c'est ça. Et puis, donc, ce renard, apprenti détective, est entouré de 2 poulets. Et c'est un petit peu le... Poulet ou poulette c'est censé être des... il y a un peu les deux, on va dire, hein, sur la couverture. Non, je me permets parce que... Voilà, on en parlera. Alors, c'est un roman policier, mais qui est meurtre au village. Donc, on n'est plus sur la place Bellecour et dans le quartier d'Ainay où sévissait notre précédent détective. On est dans la ruralité de Poncin. On y est allé cet été, on a dit on va voir ce village, on va regarder avec le roman. Et vous avez vu le fameux clocher en bois ? On a vu le clocher en bois. Mais c'est un des seuls de France. Oui. Mais par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est ces petits détails croustillants du quotidien, des petites traverses, tout ça, peut-être des souterrains qu'on ne sait pas, qui sont dans la ville. On ne sait pas les souterrains. Je n'allais pas m'orienter là-dessus, mais j'ai quand même mentionné le fait que, effectivement, il y aurait des souterrains entre le château derrière l'église de Poncin qui a été complètement rénové, et puis le château des Perrichons où se passe une scène en fait. L'histoire des souterrains, c'est un classique dans le pays. C'est un grand classique dans le pays. Nous en avons aussi chez nous. Il y en a partout dans la plaine, dans la montagne des souterrains, surtout à la Révolution. Il y a des prêtres qui se cachaient, il y a plein de choses. On ne sait pas s'ils ont existé ou pas, mais j'ai noté que le jeune auteur
de ce roman, disait que quand il était petit, il voulait trop aller visiter ces souterrains. Oui, quand j'étais gamin, ça me passionnait. J'avais envie d'aller explorer les souterrains au centre du village, d'autant que j'étais souvent au village quand je passais les vacances d'été chez ma grand-mère. J'ai une jolie petite ferme qui est à côté, où habite mon frère aujourd'hui. Je veux dire, c'est assez fidèle, en fait, à ma vie, à moi, quoi. Pas trop quand même, parce que sinon, il faut qu'on aille dans des lieux à la fin du livre. Pas trop fidèle quand même. Oui, je me suis un petit peu écarté Ça, c'est des voies du bon sens. Le pouvoir de l'écrivain. Oui. Donc, c'est un roman. Comment il est venu à toi? Donc, tu voulais parler de l'enfance, du lieu, tout ça? Oui, je crois que vous avez peut-être remarqué que dans mes derniers romans, en fait, j'inclus pas mal de choses personnelles. Et là, il y a pas mal de choses de mon enfance. Il y a des petits détails comme mon âne, qui a vraiment existé. La vieille servante qui nettoyait mes gâtis, tout ça est réel. Mon frère existe vraiment. Il s'appelle Philippe. Donc, il y a une petite variation quand même qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est qu'en fait, le détective privé là-dedans, qui est un romancier comme moi, s'appelle De Vos. Or, De Vos, c'est un nom néerlandais. André l'a compris. Ça signifie De Vos, c'est-à-dire le renard. Ah, d'accord. Donc tout était un petit peu orienté là-dessus, c'est-à-dire cet apprenti détective renard, un peu filou, puisqu'il ne peut pas enquêter lui-même directement. Il n'a aucun pouvoir pour ce faire. Et donc il est obligé d'être un petit peu à la traîne des gendarmes de Feur, qui sont des copains, devenus des copains depuis les premiers romans de la trilogie que tu évoquais tout à l'heure, et puis aussi du côté de Montbrison, puisque c'est en fait la brigade de recherche de Montbrison qui s'occupe d'une enquête où il y a meurtre. Mmh. Et il y a 2 policiers principaux qui interviennent là-dedans, dont une très très belle femme, on a compris qu'elle était un oiseau des îles, qui Tallulah Soltani, il y a des belles pages. Voilà. Mais en fait, effectivement, il tombe amoureux de cette femme-là, mais néanmoins, il arrive toujours à lui arracher des petites confidences pour que l'enquête dans sa tête, qui est le roman qu'il est en train d'écrire, en fait, prenne forme et avance. Il faut que cette enquête avance tout le temps. Alors, ce Jean de Vos, il y a encore une autre bête, il y a Foxtrot, il y a un autre renard dans l'histoire encore. Foxtrot. Oui, Foxtrot. C'est complètement anecdotique, c'est-à-dire que la belle... c'est bien le renard, en anglais, le fox. Bien sûr. Donc on est toujours avec ce renard. C'est-à-dire c'est le renard qui trotte avec les poulets, quoi. Voilà, c'est la belle métaphore. Donc, un roman policier quand même, on a quand même pas mal d'allongés. Il y en a combien? 4 ou 5 d'allongés? Il y en a 4, au moins 4, oui. Au moins 4, oui. Il y a autant et même plus de gendarmes. Oh, il y a beaucoup plus de gendarmes, puisqu'en fait, la plaine est inondée de gendarmes, là. Elle est inondée au sens propre avec tous les étangs. Alors, il y a une description de passage dans la plaine du Forêt qui est magnifique avec tous ces étangs et tout. Merci. On la voit du haut comme d'une montgolfière en haut. Exactement, oui, tout à fait. Avec ces étangs, alors j'explique un peu que ces étangs en fait ne sont pas des étangs naturels du tout. C'est complètement artificiel. Ça a été fait pour nourrir les populations, essentiellement en poissons évidemment. Et puis tous les gibiers qui pouvaient tourner autour aussi, quoi. Donc, il y a pas mal d'allongés, il y a pas mal de maréchaussées. Et puis, il y a un auteur qui est un auteur particulier, cette fois-ci, on va dire. On ne peut pas révéler parce que le roman est tout à fait imprévisible, celui-ci. J'ai voulu que ce soit imprévisible. C'est-à-dire que... Il ne faut pas dire la fin du tout. Mais j'ai voulu que ce soit très personnel, néanmoins. C'est personnel et en même temps c'est imprévisible. C'est personnel et imprévisible. Entre l'auteur, le narrateur et la réalité, on navigue quand même pas mal. Voilà, en fait, on a l'impression de voir le roman s'écrire au quotidien, quoi. Alors, c'est d'autant que c'est raconté à la première personne du singulier, c'est je, à nouveau, et donc, oui, on a une sorte d'immédiateté. Et comme tout bon roman,
On est constamment embarqué dans des fausses pistes. On ne sait jamais où ça va conduire. Ça nous conduit d'ailleurs fort loin. Et dès le début... Alors, André nous lit dès le début, on est piégé. L'ouverture. On est piégé. Alors, chapitre 2, c'est un repas de famille, sous un bon arbre. Sous le tilleul, chez mon frère. Chez Philippe. Donc, chez Philippe. Le vrai frère et le faux Jean. Voilà. Le repas se passe merveilleusement. Toutefois, l'ambiance se gâte sérieusement au fromage, alors même que de vilains nuages noirs se profilent à l'ouest et qu'une brise rafraîchit l'atmosphère. Les reliefs du déjeuner disparaissent comme par enchantement pour laisser la place au service du dessert. Se présente alors au portail laissé ouvert une silhouette enrobée. Une femme de 50 ans, mal fagotée, aux cheveux gris parsemés d'une couleur sans nom, de faux sourcils tatoués sur le front, les fanons de la gorge en totale liberté comme un coup de dinde, les doigts encore souillés de glaise, des demi-lunes de presbyte perchées sur le front. « Tiens, c'est Maïté Goudefanja, la potière. Elle est venue à pied, s'interroge de ma belle-sœur. » Le silence se fait. Philippe se lève pour aller à sa rencontre. La dame en question s'approche de la table, pas vraiment gênée, les yeux décilés. « Bonjour, monsieur, dame. Bonne Pâques. Pardon de déranger. J'ai besoin urgent de monsieur De Vos. » Oui, répond mon frère, c'est moi. Mais on se connaît déjà, non ? Non, pas vous. Vous, je vous connais, c'est vrai, mais je veux Jean, le détective. Jean De Vos, et personne d'autre. Mon frère se tourne vers moi, je reste assis. Mais je suis pas détective, moi, ou bien même enquêteur, je suis chromancier. C'est pareil. Je viens pour un meurtre. Plusieurs même. Venez vous rendre compte. Vous avez l'habitude, non ? Ce salaud va recommencer, j'en suis sûr. Ah, vous pourrez m'en dire plus ? Non. Mon sang se glace. D'autant que la bonne femme s'agite et qu'elle râne, respirant avec de plus en plus de difficulté. Je crains qu'elle ne meure d'apoplexie sous mes yeux. Mais, dis-je faiblement, attendez, j'ai pas fini mon repas, vous voyez. Peu importe, je peux pas attendre, moi. Venez. Sous les yeux stupéfaits de l'assemblée, elle se rue sur moi et tire le dossier de mon fauteuil de jardin blanc, si bien que j'ai du mal à garder l'équilibre. Son haleine empeste le tabac. Mais, Maïté, tante ma belle... Non, c'est bon. Chris, je vais suivre madame, c'est mieux. Tenez-moi une part de vacherin au frais, voulez-vous ? Et sous les yeux ébahis des uns et des autres, j'entraîne l'intruse gesticulante dans ma Prius, de peur qu'elle ne pousse son esclandre plus loin que de raison. Mais à la vérité, je suis plus amusé qu'inquiet ou irrité. Nous prenons la direction du village par les 3 ponts de fer du Lignon, qui datent de la même époque que le Tour Eiffel. Le niveau de l'eau est bas dans le lit de la rivière, mais le fond de l'air est frais, gage d'imminente humidité. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à la gendarmerie ? Pourquoi, fait-elle nonchalamment ? Mais ils ne seraient jamais revenus, ils ne viennent jamais. Cela commence bien. Alors, sans révéler le fond du fond, le crime abominable, c'est qu'on a tué son coq et ses poules. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, c'est une première fausse piste, c'est pas la seule, hein. Il y en aura beaucoup d'autres, mais j'ai trouvé ça amusant de commencer par l'info, quoi. Et puis, elle existait, cette potière ? Pardon ? Elle existait, cette potière ? Non, elle n'existe pas. Et, si vous allez à la maison du Figuier, en fait, c'est une maison inoccupée aujourd'hui. Mais, moi, j'ai aimé ce passage, entre autres, parce que comme nous sommes un peu de ce pays, dans tous ces villages, il y a des personnages extraordinaires. Mais c'est vrai. Vraiment complètement atypiques, qui ont eu des vies étonnantes, et parfois, ce sont des contacts très, très chaleureux et intéressants. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis un personnage improbable comme ça. Improbable, c'est vrai. Ça sera pas mais tout elle le ton pourrait du livre, exister. hein. Hein. C'est pas entièrement le ton du livre. Il y a quelques personnages qui sont hauts en couleur, comme ça. Oui, et puis il y a des personnages un peu plus normaux. Je pense notamment au Château des Perrichons, où j'ai été très très bien reçu. J'ai pu visiter les pièces et j'ai fait... comme toujours, je reconnais le terrain. Et là, il y a un couple, je crois que Madame est baronne, Monsieur doit être baron aussi. Et ce sont des gens charmants qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont gardé 2 heures à pérorer. C'est moi en tout cas. Et tu as relevé leur blason. J'ai vu que tu avais relevé l'emblason en plus. Oui, j'ai relevé l'emblason dans le bouquin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a en fait, dans la plaine du Forêt, il y a de très belles demeures qui appartiennent
très souvent aux héritiers de la famille Casino, donc Guichard-Perrachon. Hein, oui. Il y en a énormément, Thiaudière, etc., y compris à Poncin d'ailleurs. Et puis, il y a quand même des nobles, nobliaux, nobles. Donc, dans mes copains, ceux que j'ai pu inviter pour mon 70e anniversaire, par exemple, il y avait un vicomte. Mais il y avait aussi une comtesse, une lyonnaise, la vicomte du château de Feur, en fait. On a vu passer aussi Marguerite Gonon qui venait boire le café, qui était très célèbre. Ah, mais je savais que vous alliez relever la chose. Voilà. Oui, c'est bien. Oui, évidemment, c'était le grand connaisseur. C'était un cerveau remarquable, cette dame. Et grande résistante. La compagne du comte de Neubourg aussi. Oh, mais vous allez peut-être un petit peu trop loin. C'était censé rester secret. Oui, mais Dieu et son âme, qui a fait beaucoup pour la mémoire locale. Énormément. C'est une sommité, pas seulement à Poncin, mais également à Montbrison, à la Société savante de la Dana. Dont nous sommes membres. Oui. Ah, bravo. Diana qui, avec Gérard, qui fait une émission avec André, ils font une émission d'histoire et on parle beaucoup de la Niana. D'accord, bien sûr. Un lundi par mois, écoutez-les. Voilà. Donc, moi, je me suis interrogée comme Jean, tu as passé pas mal de temps en Suède, sur un auteur de polar suédois, Henning Mankell, c'est ça ? Henning Mankell, très connu, et qui, dans un dernier livre avant sa disparition, parce qu'il est disparu, on lui demandait comment il travaillait, qu'est-ce qu'il y a dans vos carnets, comment ça vient, qu'est-ce qui est primordial pour écrire, quel est le point de départ de votre histoire et tout, parce que c'est des histoires toutes simples aussi, comme ça, rurales de pays. Oh, il arrive à avoir des intrigues quand même très très compliquées. Hein. Et puis bon, c'est très aimable de me. Je ne sais pas si tu me compares à Henning Mankell, mais bon, c'est plutôt extrêmement flatteur pour moi. Et ces personnages, à quoi ils ressembleraient ? Alors donc c'est cette question qui lui est posée à la fin de son dernier livre. Alors c'est pour moi maintenant les questions. Voilà. Donc j'ai dit comment le personnage, comment il vient, comment. Alors, quand on s'inscrit dans son territoire. J'avais envie. D'abord, on m'a demandé après 4 moineaux lyonnais, on m'a demandé de revenir un petit peu aux sources. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai un autre projet sur Feur. Mais Poncin, ça me semblait sympa, d'autant que j'avais envie de raconter un peu mon enfance. C'est vrai que je donne énormément de choses vraies sur mon enfance là-dedans. Et puis, assez vite, en fait, s'est imposé ce meurtre du garde champêtre. Et je me suis dit que la première question que je me suis posée, c'est qui va être l'assassin ? Il va y avoir un assassin. Qu'est-ce que ça va être ? Je ne peux pas mettre le maire de la commune ou la mairesse, en l'occurrence Marine Cheminal, qui est une femme charmante. Je peux pas mettre des amis d'enfance. J'en cite un paquet là-dedans. Encore que les amis d'enfance, ça les aurait fait rigoler. Ouais. Je ne pouvais pas mettre Madame Roland, la propriétaire du château, puisque elle me l'a demandé. Elle m'a dit, surtout, ce n'est pas moi l'assassin. Bon, alors, voilà. Donc, j'avais envie de m'éloigner un petit peu des sentiers battus sur un schéma narratif assez surprenant. Très intéressant. J'en dis pas plus. Oui. On voyage beaucoup dans Alors, je pensais à cet auteur suédois qui remonte, à partir de découverte d'un corps, il remonte sur 50 ou 60 ans de l'histoire de ce qui s'est passé dans cette maison. Oui, il est très doué. J'ai lu aussi des choses. Qui remontent, il vivait en Afrique du Sud, n'est-ce pas ? Voilà. Oui. Donc, je me rappelle avoir lu des choses qui confinaient au roman d'action aussi. Il y avait beaucoup de... Et du coup, en même temps, il retrace les époques, c'est vrai. Et donc, c'est vrai, dans un petit village, quand on se met à regarder un petit peu, on peut trouver des choses difficiles d'une famille à l'autre, etc. Disons que je n'allais pas m'aventurer sur des terrains trop glissants. Parce que il y a eu, du temps de Marguerite Gonon encore, elle était vivante, il y a eu des petits scandales politico-sociaux
notamment avec un corbeau qui racontait un petit peu la vie des uns et des autres. Il y a quelquefois, je le sais par oui dire simplement, des conseils municipaux qui sont un petit peu agités. Il y a un blog assez fameux qui est lu par beaucoup de monde sur la commune. Donc je ne voulais pas m'engager là-dedans, je ne voulais pas prendre parti surtout. Donc partir sur la piste d'un policier ripou, comme c'est le cas, ça me semblait beaucoup plus intéressant. Plus les influences habituelles de l'étranger, des trafics et tout ça. Il y en a beaucoup là. Un petit peu, à certains moments quand même. Ah oui, peut-être avec des Roumains. Voilà, Saint-Étienne, qu'on retrouve d'ailleurs dans les premiers romans, tout ça, tous ces bandes de gens qui viennent de l'Est. Oui, c'est vrai. Tant des voleurs de poules, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un meurtre, effectivement, il y a un personnage qui disparaît du château des Perrichons. Ouais. C'est-à-dire qu'il a tout laissé, sa valise, etc., mais pas sa voiture. Donc, il est parti. Pourquoi est-il parti alors que, disons, qu'on découvre le corps du garde champêtre en même temps, virtuellement. Donc là, il y avait des bons points d'accroche. Une voiture immatriculée en Pologne. C'est une voiture immatriculée. Voilà. Pourquoi en Pologne ? Je me suis un petit peu renseigné. Ouais. J'ai avancé une hypothèse. Je pense que c'est la bonne, mais les services de police auraient peut-être des choses à dire là-dessus. Ça, on quitte vraiment Poncin. On est dans quelque chose du niveau de l'Europe qui est beaucoup plus complexe. Oui, c'est Poncin, village européen, quoi. Ça va plus loin que ça, parce qu'il y a un Vietnamien au nom imprononçable qui a l'importance. Je te rassure, j'ai pas réussi à le prononcer moi-même. Par contre, même pour l'écrire, c'est compliqué. Hein. Ouais. Enfin, il a un nom français et c'est Marc Chirac. Ça, c'est plus facile. C'est bien de la Loire aussi, donc... Donc, on est un petit peu dans tout ça. Donc, il y a une véritable enquête qui est conduite à chaque chapitre. À chaque chapitre, on découvre des choses différentes, des indices et tout ça. On découvre des personnages qui sont ripous. Voilà. Il faut insister sur le fait que c'est pas seulement le romancier détective qui découvre des choses, mais ce sont beaucoup les gendarmes. Donc, il est un petit peu à la traîne des gendarmes. Et puis, certains gendarmes, comme je le disais tout à l'heure, ont un comportement un petit peu suspect. Et donc, ils commencent à se douter de... Parce que dans la plaine du Forêt, il n'y a pas vraiment beaucoup de meurtres. En revanche, il y a énormément de vols et cambriolages. Et donc, c'est évoqué là-dedans, quoi. Mmh. Et puis, il y a la rivalité entre les enquêteurs. Il y a ceux de Morison, ceux de Ferd. Oui, il y a une petite animosité, justement, qui permet au romancier de jouer là-dessus, qui permet à Khalil Ben Khaled, qu'on voyait dans mes premiers romans, de donner des informations qu'il n'est pas censé donner, puisque Montbrison lui a demandé explicitement de ne pas se mêler de cette affaire. Et en fait, petit à petit, il est toujours happé là-dedans, parce qu'il veut savoir, il veut connaître la vérité. Et ça va lui retomber sur la tête, à un moment ou à un autre. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il va se retrouver en garde à vue, etc., quoi. C'est un petit peu complexe tout le temps, mais beaucoup moins complexe que des romans précédents, je trouve. Beaucoup moins complexe que Le Moineau ? Que celui de Lasvel, par exemple. Lasvel, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Là, c'est plus facile. Bon, je suis contente, c'est plus facile. Et oui, c'est marrant, en plus. Bon, je parle aux uns et aux autres, et il y en a un qui me dit, moi, c'est Lasvel qui était le meilleur. Et un autre pour Bolet, le quatrième moineau. Celui-là était génial. Je ne sais pas en quoi il est génial, mais bon, il plaît à certaines personnes, mais il va probablement pas plaire à tout le monde, quoi. Ce qui est curieux, c'est que quand on suit l'actualité, on voit des faits divers, des crimes, et la résolution de ces crimes, finalement, les schémas sont relativement simples, parce qu'on sait à la fin ce qui s'est passé. En revanche, le romancier, évidemment, là, on suit le romancier et on suit en quelque sorte la progression mentale des événements. C'est tout à fait curieux. Oui, parce qu'il est bien obligé de mettre son nez un petit peu partout pour comprendre les tenants et aboutissants de l'affaire. Et puis quel est le rôle du garde champêtre ? Qu'est-ce qu'il faisait, ce garde champêtre ? Et puis même la potière, à un moment, quoi. Est-ce que la potière Feu la potière. Feu la potière. Là, tu as vendu la mèche, c'est un spoiler. Michel, c'est un spoiler. Elle fait partie des allongés. Les Québécois disent il ne faut pas divulgacher. Oui, est-ce que le romancier, par nature, n'est-il pas un enquêteur ?
Est-ce qu'il n'est pas... Moi, je crois, hein. Je crois, mais c'est aussi, je le dis dans le bouquin, c'est aussi un grand menteur. Un grand menteur. Hein? Là, il ment bien. Il nous a bien eu, le narrateur, là. Bah, il est obligé de mentir, sinon... Mais la révélation, elle se fait à la page 186, alors que le livre en compte 191. Ah oui, d'accord. Non, 200, non? Un livre qui se livre très facilement, c'est très agréable. Moi, j'aime bien rentrer dans des personnages un peu incarnés, en chair et tout ça. Donc là, il y en a quelques-uns quand même qu'on... Page combien? 195, ouais. Je pense que la version finale, 199. il y a eu des petites modifications. Là, j'en suis bien désolé. J'aurais dû t'apporter une nouvelle version. Bon, 199 avec le sommet. Ah, 199, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc des personnages bien en chair, bien. Oui, comme d'habitude, j'ai Voilà. pas voulu que ça traîne. Je n'aime pas faire du gras. J'aime bien quand ça bouge et que ça avance. André me disait tout à l'heure qu'il l'a lu d'une traite. Ah, oui. C'est parfait. Ouais. Voilà, il faut consommer Quand on ça. commence, on n'a pas envie de s'arrêter, quoi. Pardon? Quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. Ah, bah c'est bien. Ouais. Parce que les personnages sont bien dans leur peau, ils existent. Alors, Foxtrot, j'ai vu aussi quand même entre les lignes que c'était la danse préférée de Tallulah. Tallulah Sultani. C'était sa ouais. danse préférée. C'est aussi une danse. J'ai pensé que tu allais lire le passage de Victor Hugo qui s'appelle en fait La Sultane. Mais je crois qu'on n'a pas le temps ce soir, mais c'est pas grave. Hein. Il y a 4 lignes de Victor Hugo. Oui, et puis après on passera un titre que tu as souhaité. Bien, très bien. Alors, La Sultane. C'est un texte amoureux. Victor Hugo, je lui récite du Victor Hugo à la belle. Un sein d'ébène, un front vermeil, tu n'es point blanche ni cuivrée, mais il semble qu'on t'a dorée avec un rayon de soleil. Oui, elle est réunionnaise. Elle est réunionnaise. Voilà. Donc ce livre a de la couleur. Oui, Sens figuré. Donc Foxtrot, Meurtre au village, un cozy crime de Jean-Guy Ducreux, édition Firberel. Voilà. Mm-hmm. Donc on le trouve dans tous les bons endroits. Oui, tous les bons endroits. Aujourd'hui, il y a eu des commandes pour Chazelles-sur-Lyon. Et je me demande qui me lit à Chazelles. C'est pas la première fois que cette librairie commande. On est dans la plaine du Forêt, Chazelles. Oui, presque. Hein. Ils sont en 42, c'est vrai, tu as raison. Oui, ils sont juste sur les rebords des montagnes du Non, matin. mais ils ont servi Paris, ils ont servi Perpignan, ils ont servi un petit... Ouais, je sais pas, c'est probablement des gens que je connais à Perpignan, mais je sais pas. Ouais. Ben, on espère qu'il va être bien lu et bien partagé. Ouais. Ça me fait plaisir. Jean, tu as choisi un titre, je crois. Alors, j'ai choisi un titre musical. C'est un hommage à ma belle-sœur, Véronique Beru. C'est une chanson de Feu Chatterton qui s'appelle « 1000 vagues ». Donc, pour Véronique ce soir. Pour Véronique. Et merci d'être venu. Tu reviendras bientôt. Merci infiniment. Quelques jours à peine, difficile de croire que tu n'es plus là. Un soir de Dévène, foutu hasard, enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. 1000 vagues t'emportent, 1000 vagues t'emportent, 1000 vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Je relis à peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. 1000 vagues t'emportent, 1000 vagues t'emportent, 1000 vagues te renversent,
tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues nous traversent, mille vagues. On ne connaît pas l'après. Je fais les tiroirs de ma mémoire pour te trouver, toi. Ce dont je me rappelle, maintenant qu'il fait noir, je le garde pour moi. Je te garde pour moi.